Il est 14h46 et si nos voix glissent de nos bouches et se mêlent sur ces ondes, nos corps, eux, se déploient entre Avranches, Nice et Paris. La discussion que vous êtes sur le point d'écouter est notre deuxième tentative pour donner à entendre cet échange entre Anaïs Guédini, Marguerite Maréchal et Charlotte Puiseux. Je suis Elena Lespès-Munoz, responsable des publics à Béton Salon et curatrice, et vous écoutez Défaire le validisme, un hors-série de variations, le podcast de recherche-création de Lucie Camous, dans lequel Yel interviewe artistes, chercheuses et activistes aux identités pensées et revendiquées comme crip, queer, sourds ou handicapés. Merci Lucie de nous accueillir. Ce hors-série prend place à l'occasion de la journée professionnelle de TRAM, réseau Art Contemporain Paris-Île-de-France, qui s'est tenue en novembre 2024 au FRAC Île-de-France à Romainville. En présence de travailleuses de l'art, d'artistes et de penseuses engagées dans le soutien à la production et à la diffusion de l'art contemporain, cette journée intitulée « Accessible, accueillir, programmer, travailler avec des personnes en situation de handicap » s'inscrivait dans une volonté de penser nos lieux d'art comme des organisations socialement réactives, radicalement inclusives et mixtes, poreuses à la complexité et à la diversité des expériences vécues. Le programme de cette journée a été pensé pour inviter les équipes des institutions culturelles et la diversité des métiers qui les constituent, directrices, curatrices, chargées de la programmation artistique, chargées de la production, chargées de la communication, régisseuses, chargées d'accueil et de la médiation, éducatrices, personnel d'entretien, à se questionner sur les formes de validisme aujourd'hui profondément enracinées dans nos pratiques professionnelles quotidiennes, mais aussi dans notre société. Anaïs, Marguerite, Charlotte, merci à toutes les trois de vous joindre à moi donc, pour cet échange. Peut-être que pour commencer, je vous laisse chacune vous présenter. Bonjour, je m'appelle Anaïs Guédini. J'utilise les pronoms elle et yel. Je suis auteurice, handi-activiste. Dans mon travail, je m'attache à ménager la multiplicité des corps et des fonctionnements cognitifs dans une perspective antivalidiste. Mon travail, il se situe entre l'art, la théorie et le militantisme. Narratrice, je prélève mes expériences personnelles pour en révéler quelque chose d'universel et politique. J'ai été diplômée en 2022 à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence. Je vis actuellement à Nice et j'y travaille. En ce moment, je travaille à la rédaction de mon premier recueil de poèmes. Et je déploie un travail de sculpture et d'installation fondé sur les structures qui composent les normes, tant architecturales que corporelles. Mes réflexions portent sur les dépendances qu'elles entretiennent les unes avec les autres et cherchent à révéler les tensions qui les traversent. Les enjeux de vulnérabilité et de codépendance sont ainsi mes deux principaux arcs de recherche. Je suis sortie diplômée de l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence et je vis et travaille maintenant à Marseille. Mon travail a récemment été présenté dans le cadre de l'exposition collective En dehors, au Crac à 7, curatée par Lucie Camous et coécrite avec No Anger, puis en janvier 2025 à l'occasion de la Relève, une exposition dédiée à la scène émergente. En juin, je participerai à 2 expositions collectives, au Centre d'art Les Capucins à Embrun, puis à la Chapelle des Andrettes à Aix-en-Provence. Charlotte, est-ce que tu veux te présenter toi aussi ? Oui, bonjour, je m'appelle Charlotte Puiseux, j'utilise le pronom elle. Je suis autrice et docteure en philosophie. J'ai soutenu une thèse en 2018 autour du mouvement CRIP et tout ce qui concerne les questions d'antivalidisme, d'antiféminisme, mais principalement donc, sur le mouvement CRIP. Je suis militante depuis de nombreuses années dans les milieux anticapitalistes, féministes, queer. Et je m'intéresse aussi aux questions d'handiparentalité, puisque je suis moi-même maman, et je milite au sein du collectif Les Dévalideuses, dont on reparlera tout à l'heure. J'ai écrit un livre du coup qui est inspiré de mon travail de thèse, qui s'appelle De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste, qui est sorti en 2022 à la Découverte. Et je travaille actuellement sur un second livre en collaboration avec Chiara Khan, qui devrait sortir fin août, début septembre, aux éditions du Cavalier Bleu, sur les questions de validisme, de lutte antivalidiste et de mouvement CRIP aussi.
C'est une super nouvelle. Je me disais que pour commencer notre échange, on pouvait partir un peu de vos formations respectives. Cette première partie, on l'a appelée Entrée en terrain crip. Je me demandais si on pouvait commencer avec toi, Anaïs. Je pense au mémoire que tu as écrit donc, à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence qui s'intitulait Habiter le monde des oublieux. On y faisait la connaissance d'Eliane, ta grand-mère. Est-ce que tu peux nous raconter comment Eliane, mais aussi Henriette et Sergio ont suscité cette recherche et quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer au moment de proposer cette recherche au sein d'une école d'art? Il faut savoir que j'ai eu plusieurs cas de maladie d'Alzheimer dans ma famille. C'était un peu mon sujet d'obsession et j'ai passé 5 ans à fréquenter un EHPAD avec ma grand-mère Eliane. Donc, quand j'ai proposé d'écrire un mémoire de recherche-création sur la maladie d'Alzheimer, ça a été une confrontation avec c'est un sujet médical. Et ça, c'est assez révélateur de ce qu'on appelle le modèle médical du handicap. C'est-à-dire qu'on considère que le handicap, les maladies, sont détenues par le pouvoir médical. Pourtant, il y a une véritable dimension sociale dans ces sujets. Quand j'ai proposé cette recherche, beaucoup de personnes étaient assez sceptiques. Et l'une des premières rencontres qui, je pense, a été importante, c'est celle avec Emma Biget, donc qui est philosophe, traductrice et danseuse. Elle m'a encouragée à écrire ce mémoire en me disant que je pouvais déjà avoir plusieurs casquettes, donc artiste, théoricienne. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai écrit ce mémoire en 2020, pendant l'épidémie du Covid-19. L'une des manières, par exemple, d'éviter ce modèle médical du handicap, d'éviter justement cette vision détenue par les médecins, ça a été de faire un retournement en changeant des termes. Quand on dit Alzheimer, on dit maladie. Et la proposition a été de dire oublieux, oublieuse, ce qui permet déjà de désigner quelque chose de manière déstigmatisante. Pendant l'écriture de ce mémoire, j'ai rencontré du coup le travail de Charlotte Puisseux. C'était un peu les seules recherches francophones que je pouvais trouver à ce moment-là sur la théorie CRIP. Et j'ai rencontré le travail de Sarah Eusaf. Et ça a été un début pour voir que oui, il est possible d'utiliser cette sensibilité pour établir une pratique artistique. Et toi, Marguerite, justement, par rapport à ce que vient de dire Anaïs, comment elle s'est passée ta rencontre avec la théorie CRIP? Est-ce que toi, tu as aussi eu affaire aux mêmes difficultés que celles d'Anaïs à l'école au moment de développer tes recherches? Nos parcours avec Anaïs ont été assez différents. Donc, on a 2 ans d'écart dans l'école. Je suis passée 2 ans après Anaïs. Et je n'ai pas forcément ressenti ce même rejet. Je pense que c'est aussi, en fait, justement, grâce au passage d'autres personnes avant moi qui ont contribué à ouvrir un peu les portes, à ouvrir les esprits, que ça s'est passé différemment. Moi, je ne nomme pas forcément les choses. Je parle beaucoup de ressentis, presque de symptômes. Dans ma pratique, je parle beaucoup de sensations qui me sont propres, mais qui sont propres aussi à beaucoup d'autres personnes et que j'essaie de partager de cette manière. Donc, on a eu ces constructions, nos rencontres avec la théorie CRIP à des moments différents, ce qui a fait progresser nos travaux aussi de manière différente. Donc, je trouve ça aussi assez intéressant de voir que finalement, même en 2 ans, il peut déjà se passer des choses dans les écoles. Et c'est plutôt encourageant. Ce qui est à constater aujourd'hui, c'est que la médiathèque de l'École supérieure d'art d'Aix, il y a eu des nouvelles acquisitions. Alors c'est grâce à Juliette Beorchia, qui a justement été une alliée pendant nos années d'études. Je pense que je me considère plutôt comme une artiste de l'intime. Il y a des livres notamment comme le Journal du cancer d'Audre Lorde, de l'usage de la colère, qui ont été très importants dans ma pratique afin de consolider mon envie de travailler sur l'intime est politique. Et Charlotte, justement, par rapport à ce que viennent de dire Anaïs et Marguerite,
Anaïs évoquait notamment la rencontre avec ton travail de recherche et ton livre dont tu nous as parlé. Comment, toi, a été ton parcours à l'université, donc pas en école d'art, et comment s'est passée ta rencontre avec la théorie CRIP? On est là plusieurs années en avant. Comment c'était à ce moment-là en France? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Bon, moi, j'ai déjà bientôt 39 ans. Mon parcours scolaire, en tant que personne en situation de handicap, il remonte à, voilà, à plus de 30 ans, du coup, puisque moi, j'ai un handicap visible, qui est en fauteuil roulant électrique, et ça a été détecté très tôt dans ma vie. Donc, comme je le dis toujours, j'ai été très vite socialisée comme une personne handicapée. J'ai grandi identifiée comme telle. Et donc, y compris dans mon parcours scolaire, ce qui a toujours été assez compliqué parce qu'en plus, comme je le disais juste avant, ça remonte maintenant à quelques années. Donc, mon parcours scolaire, il a commencé bien avant la loi de 2005 et le peu d'avancées qu'elle a pu déjà quand même mettre en place. Donc, à l'époque où j'allais à l'école, il n'y avait aucune obligation de scolariser les enfants en situation de handicap. Donc, c'était vraiment au bon vouloir des personnels éducatifs. Donc déjà, ça a été un combat, voilà, pour accéder à l'école et accéder ensuite à l'université. Alors, comme je l'ai dit, j'avais la chance, parce que je pense que c'est une chance d'être à Paris et du coup, ce qui permettait de pouvoir changer de lieu si l'école où je devais aller n'était pas accessible. Alors que j'imagine que dans des endroits avec des écoles beaucoup plus réduites et où il y a peu d'écoles, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais donc, du coup, moi, j'étais à Paris, donc j'ai pu comme ça, naviguer dans les écoles de mon quartier en fonction de l'accessibilité et accéder jusqu'à l'université, en effet, en passant avant par les classes préparatoires, les Pocancailles, et là où j'ai rencontré donc celle qui va devenir ma meilleure amie, dont je parle dans le livre, que je nomme S, et qui du coup va m'ouvrir à la militance politique. C'est pareil que j'ai accédé à l'époque à ce qui s'appelait la Ligue communiste révolutionnaire et qui deviendra ensuite le NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Il y avait même quelques militantes en situation de handicap qui avaient créé, du coup, donc là je parle de la création du NPA qui avait créé une commission handicap. Donc certains avaient été beaucoup plus âgés que moi, donc avaient aussi connaissance de tout un pan historique des militances françaises, notamment, qui avaient déjà pu avoir lieu. Parce qu'on l'oublie souvent, mais en fait, dans les années 60-70, en France, il s'est passé certaines choses très intéressantes, notamment qu'on peut retrouver dans les archives du journal Les handicapés méchants. Donc voilà, donc il s'est passé des choses qui ont été un peu oubliées parce que voilà, il y a eu d'autres associations soi-disant représentatives de personnes handicapées qui ont pris le monopole et qui ont effacé toute cette histoire beaucoup plus radicale et plus militante. Portée par des personnes en situation de handicap, mais cette histoire a existé. Et donc, ça a été l'occasion de découvrir aussi tout ça, de discuter avec des gens qui avaient connu cette époque, de l'occasion de voyager un peu, notamment en Angleterre, de découvrir ce qui pouvait se faire là-bas, en termes de disability studies, et donc voilà, de réfléchir à toutes ces questions et à comment elles pouvaient être transportées en France, puisque, encore une fois, ça remonte à quelques décennies maintenant, donc déjà qu'aujourd'hui, on trouve que voilà, la France est assez en retard sur ces questions, mais quelques décennies en arrière, c'était encore pire. Enfin, pour moi, ça a été une révolution, par exemple, en Angleterre, de découvrir le concept de modèle social, de disability studies. Après, à l'université, ça a été forcément un peu compliqué aussi en termes d'accessibilité, en termes d'aménagement, etc. J'ai réussi jusqu'à la thèse et à essayer de porter ces questions-là, qui, comme l'a dit Anaïs, c'était pas du tout porté. Donc, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à travailler sur le CRIP, j'ai fait des recherches aussi, tout simplement, sur Internet pour voir s'il y avait des choses qui existaient. Et je n'ai absolument rien trouvé en langue française. Donc, il a fallu que je cherche sur des textes anglophones, que je passe par des traductions aussi. Donc, je suis pas du tout traductrice, donc c'était des traductions amatrices, hein, mais qui m'ont permis de m'imprégner un peu de toute cette pensée, de toutes ces réflexions.
et du coup de pouvoir mieux la retransmettre dans mes recherches. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut peut-être mentionner le travail hyper important que fait le collectif Crash Room en termes de traduction, justement, de nombreux textes issus des CRIP et Disability Studies. Anaïs nous parlait du modèle médical du handicap et Charlotte, toi, tu viens d'évoquer le modèle social. Est-ce que tu peux nous en parler un peu davantage, nous expliquer un peu plus précisément ce que tu entends par là? Oui, le modèle social, en fait, c'est l'idée que le handicap, est, une situation, collective, en fait. C'est-à-dire que, à l'inverse du modèle médical où on situe le handicap dans un corps d'un individu, quand le fait que ce corps soit défaillant, et qu'on va du coup essayer de le redresser, de le corriger via tout un arsenal d'institutions spécialisées notamment, qui peuvent aller du centre de réadaptation à, après, pour des personnes qu'on ne peut pas corriger suffisamment, les enfermer dans des, IME, MAS, femmes et autres, institutions, où les personnes handicapées vont se retrouver à vivre totalement enfermées et donc ça, c'est le modèle médical et le modèle social, il vient en opposition à cette idée-là, en disant: «Bah non, en fait, le handicap, il est construit socialement». Il est construit notamment par un environnement qui n'est pas adapté à certaines personnes. Et pourquoi il n'est pas adapté à certaines personnes? C'est parce que, en fait, les décisions politiques et les personnes qui sont au pouvoir sont des personnes, en l'occurrence valides, qui ne vont pas du tout prendre en compte les besoins des personnes handicapées, qui vont être jugées spécifiques. Alors après, moi, je mets toujours une nuance sur cette question de spécificité parce que je pense que c'est important de rappeler aussi que les personnes valides ont aussi des besoins, mais c'est juste que ces besoins vont être naturalisés parce que du coup, ils vont être pris en compte dans l'organisation sociale, dès qu'elle va être mise en place, par les personnes qui vont être au pouvoir. Quand ces personnes au pouvoir vont prendre des décisions, faire des choix politiques, elles vont intégrer naturellement, ces besoins-là et du coup, en miroir, les besoins, des autres personnes, donc en l'occurrence des personnes handicapées, ne vont pas être pris en compte et du coup, ces personnes handicapées, elles vont se retrouver exclues, discriminées, stigmatisées. Mais le modèle social, il appuie vraiment sur l'idée que, du coup, cette discrimination, elle est due à une organisation sociale et non à un corps défaillant, à un psyché défaillant, à un esprit défaillant. C'est, un enjeu de justice sociale que de repenser les décisions politiques qui sont prises et du coup, d'en prendre d'autres évidemment, qui prennent, en compte, les besoins des personnes handicapées. Elle a été épinglée par l'ONU, c'est pas des revendications, de quelques militantes radicales, qui voudraient, un peu, se faire entendre. C'est vraiment une revendication, qui est tenue par l'ONU notamment, la désinstitutionnalisation, c'est quelque chose qui doit exister, dans toutes les politiques qui sont mises en place aujourd'hui à travers le monde en termes de, ce qui se passe pour les personnes handicapées. Après, on ne dit pas que c'est facile, hein, on ne dit pas que c'est quelque chose qui va être, faisable du jour au lendemain et de façon un peu magique, loin de là. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut réfléchir, il faut trouver des solutions, mais justement la France n'est même pas dans cette optique-là de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait mettre en place cette désinstitutionnalisation. Pas du tout, elle continue même à ouvrir des places en institutions, à créer des nouvelles institutions, donc c'est vraiment très problématique. Anaïs et Marguerite, est-ce que vous, dans vos trajectoires, il y a eu des personnes, des rencontres, des alliances qui ont été importantes? Quand je pense à ça, je pense à un texte d'Isabelle Alfonsi qui s'appelle Pour une esthétique de l'émancipation, où elle emprunte à la philosophe Geneviève Fraisse le terme de lignée, dans l'idée de faire comme ça émerger une lecture féministe et queer de l'art contemporain. Et ça me semble important de faire ce travail justement de rendre compte des alliances qui nous forment, qui nous façonnent. Et je me demandais, vous, par rapport à vos parcours, s'il y avait eu comme ça des rencontres déterminantes. Anaïs, tu mentionnais la lecture de Charlotte Puiseux. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? En fait, j'ai l'impression que c'est autant des rencontres que des moments, des workshops, des conférences. Je me souviens aussi de la conférence que Benoît Piron a fait à l'école, qui avait été proposée par Paul-Emmanuel Audin et tout le cycle autour justement du handicap dans l'art. Il y a des rencontres qui sont, comme tu disais, très importantes. Moi, je considère que j'ai un travail de l'intime à ce propos. J'ai rencontré, et Marguerite également, Émilie Noteris, qui est venue à l'École supérieure d'art. Aussi, on a fondé les Handitordus.
Et ça, c'est vraiment très important, ces alliances. Donc, comme tu l'évoquais, il y a eu effectivement la conférence de Benoît Pierron, mais aussi plus tard sa rencontre. On a aussi rencontré donc Ostensible, donc avec Lucie Camus-Noanger, Crash Room. Et il y a eu d'autres rencontres, d'autres discussions. Et ça, c'est vraiment très important, comme je le disais, parce que quand on est jeune artiste, quand on est étudiant, étudiante, on peut avoir du mal à appuyer notre travail parce qu'on n'est pas sûr de nous. Et justement, par rapport à la collective des Andis Tordus, est-ce que peut-être Marguerite, tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Donc, on est une collective composée d'artistes, d'auteuristes et de militants handi-queer. On a été 4 à la cofonder, donc Œil de Saturne, Anaïs, Nemo Turban et moi-même en 2023. Et on se consacre actuellement à la vulgarisation de concepts transcripts et à la traduction d'écrits anglophones afin de les rendre accessibles au public francophone. On cherche à créer un espace d'expression, de diffusion pour les voix marginalisées au croisement des luttes queer et antivalidistes et de rendre ainsi accessibles des savoirs qui sont souvent invisibilisés ou accessibles seulement à une élite. Et Charlotte, toi aussi, tu fais partie d'un collectif, les Dévalideuses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Vous avez réalisé quelques actions coup de poing dont je pense nombre d'auditoristes auront eu vent. Oui, donc du coup, les Dévaldeuses, c'est un collectif qui a été créé fin 2019 par plusieurs militantes handi, suite notamment au constat que dans la manif du 25 novembre contre les violences sexistes et sexuelles, rien n'était évoqué sur la question des personnes sexisées handicapées, alors que ces personnes sont les premières victimes de VSS. Donc c'est à partir de ce constat que certaines personnes, dont je ne faisais pas partie, je ne le cache pas, parce que ça s'est fait sur les réseaux sociaux, je suis pas toujours très présente sur les réseaux. Et du coup, j'ai rejoint le collectif peut-être 2-3 mois après sa création. Donc du coup, c'est créé via un appel notamment de Céline Extenso, mais aussi de Xanax, la guerrière, qui nous a quittés malheureusement depuis, et d'autres militantes handi qui ont créé ce collectif. On fonctionne principalement en réseau, via Internet, parce qu'on est aux 4 coins de la France, donc on peut pas forcément toujours se voir en présentiel et faire des actions en présentiel, mais on en a fait une en septembre 2023, où on a bloqué la station de métro Invalides à Paris. Voilà, c'était assez symbolique pour dénoncer le manque d'accessibilité générale. Le métro, c'était un symbole, mais bien sûr, ça va au-delà du métro parisien, mais aussi pour dénoncer le validisme de la société en général. Donc ça a été l'occasion, parce que ça a été suivi aussi par une campagne de communication sur les réseaux sociaux, où justement on a élargi la thématique au-delà de la question d'accessibilité physique, mais on a parlé des questions de validisme, qu'est-ce que c'était que le validisme, comment il se déclinait sous de multiples formes, avec aussi la question des handicaps invisibles. Donc on a vraiment essayé de faire une action pédagogique pour expliquer ce que c'était que le validisme de façon assez générale. C'est un peu ce qu'on fait au quotidien, en fait. Après, dans le reste de l'année, nos actions, ça va principalement être d'expliquer ce que c'est que le validisme à des personnes ou des associations, des collectifs qui nous demandent. Donc de faire des formations auprès d'elles, de faire des colloques, des conférences, de participer à des articles, à des livres. Récemment, on a participé via une de nos membres à un livre justement sur la traduction de textes antiféministes. Puis on essaye aussi de faire des actions festives. On essaye comme ça, une fois par an, de se retrouver. C'est pas toujours évident, mais on a fait une soirée aussi à Paris, Creep and Queer, où là, on avait décidé de faire quelque chose un peu plus festif, justement, pour se retrouver, parce que militer, c'est très, très fatigant, ça prend beaucoup d'énergie. Ça peut être très difficile psychologiquement aussi. Donc, des fois, c'est chouette aussi de faire des moments pour juste se retrouver, s'amuser ensemble. C'est aussi très important pour la santé mentale, je pense.
Justement, ces temps de réunions collectives et de pratiques, vous en parliez, Anaïs et Marguerite, vous parliez notamment des workshops, que ce soit à l'école ou après l'école. Et vous avez récemment participé à un workshop avec Benoît Piron. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus? Donc c'est Benoît Piron qui nous a invités à participer, à intervenir dans le workshop qu'il menait à la Villa Arson, dans le cadre de son exposition personnelle. On lui a fait une proposition de travail plastique avec beaucoup de textiles et qui partait d'une pratique chorégraphique, aussi utilisée dans le théâtre, qui consiste à utiliser des mots d'action assez simples, de les dire et donc les mettre en action, jusqu'à ce que ça crée un mouvement assez inattendu, quelque chose qui n'est pas été forcément réfléchi et contrôlé par le corps, et qui n'est pas forcément un mouvement qu'on avait du coup anticipé. On a repris cette pratique pour la transférer sur une matière textile, et ça a donné quelque chose d'assez beau, très inattendu aussi. Autant des moments individuels où on était tous à travailler sur notre petit morceau de tissu, et aussi extrêmement collectif, où certains moments ont été partagés vraiment, on déchirait, on coupait, on nouait le même morceau de tissu. C'est un exercice aussi qui provoque énormément de frustration, je pense que tu l'as ressenti aussi Anaïs, parce qu'il y a des verbes comme défaire, déchirer, qui nous forcent à abandonner très brutalement quelque chose qu'on était en train de faire, et donc aller à l'encontre en fait de ce qu'on nous apprend à l'école. C'est quelque chose qui permet presque une sorte de lâcher prise. La technique qu'on a utilisée, ça s'appelle les tuning scores et c'est une chorégraphe, Lisa Nelson, qui l'a créée. Alors comme disait Marguerite, il y a une véritable frustration qui a été ressentie surtout pour les personnes qui ont une pratique du textile. C'est vrai que nous, dans notre collectif, on aime beaucoup aussi la notion d'échec. On a fait un fanzine sur l'échec selon Jack Halberstam. On s'est basé sur son livre Queer Art of Failure. Ce qui est beau en fait dans l'échec, et donc là qui faisait miroir à ce qu'on a fait à la Villa Arson, c'est que la réussite que nous demande la société, elle est liée au profit et à la productivité. Donc l'échec, il est toujours perçu comme quelque chose de négatif qu'il faut éviter. Jack Halberstam nous propose du coup de changer cette vision afin de percevoir l'échec comme une forme de résistance à cette société capitaliste et à l'hétéronormativité. Justement, par rapport à cette notion d'échec, ça me fait penser aussi à cette question de l'essai, quoi. Comme comment aujourd'hui, il y a toujours dans cette logique de projet, l'idée qu'il faut arriver à un résultat. J'ai l'impression que ce soit dans les pratiques artistiques, mais je pense que dans certaines institutions artistiques, en tout cas, Béton Salon, on essaye aussi, mais de voir comment la tentative et la pratique collective de la tentative sur un temps long, qu'elle donne ou non quelque chose, elle fait sens et elle a un intérêt. Et ça rejoint aussi cette idée du workshop, quoi. C'est l'idée de se réunir pour faire ensemble et essayer des choses, peut-être échouer ensemble, peut-être aussi vivre sa frustration de manière peut-être plus collective et partagée, pouvoir en parler. Je sais pas, je pense à ça. Justement, ce fanzine que vous avez fait sur l'échec à partir des textes de Jack Halberstam, c'est un fanzine qui est issu du Dyslexique que vous éditez avec les Andis Tordus. Est-ce que vous voulez nous en parler? Le Dyslexique, c'est des publications qu'on fait sur Instagram. On essaye de vulgariser des termes. Par exemple, on a travaillé sur l'échec, la maladie selon Canguilhem. On a aussi traité de l'intimité d'accès, qui est un concept qui a été créé par Mia Mingus. Ce travail, on le fait collectivement. On essaye de le faire relire à des personnes extérieures afin de le rendre le plus accessible possible à tous. Et préciser aussi que pour chaque terme que vous travaillez, vous faites aussi tout un travail de recherche à la fois sur l'héritage théorique, mais aussi sur les pratiques artistiques. Donc c'est aussi l'occasion de rendre visible le travail d'artistes andis qui ne sont pas forcément connus et visibilisés. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau mot, il y a aussi des œuvres qui viennent accompagner la réflexion. C'est ça, et notamment quand on a fait le zine sur la fatigue muséale, on a parlé du travail de Shannon Finnegan.
Pour citer l'artiste très rapidement, nous envisageons beaucoup la manifestation de manière très validiste. Se dresser contre quelque chose, faire une marche de protestation. Mais bien sûr, il y a aussi une longue histoire de s'asseoir comme forme de protestation. Mes bancs proposent aux visiteuses de faire entendre leur opinion concernant le besoin d'assises tout en leur offrant un endroit de repos et de confort. Ça me fait penser à ton travail, Marguerite. Dans ton œuvre et dans les sculptures et les installations que tu déploies, tu mobilises beaucoup le vocabulaire de l'architecture. Il y a cette question de la verticalité qui revient. Tu abordes les termes de confortement, de pathologie de façade pour parler des corps, mais c'est un vocabulaire qui vient aussi de l'architecture et qui vient souligner justement ce désir de verticalité, de ligne droite. Je me suis beaucoup inspirée de l'architecture dans mon travail, pour plusieurs raisons en fait. L'architecture, elle est censée être construite pour les corps et pour la diversité des corps. On voit bien qu'elle ne l'est pas. Donc c'est justement la deuxième raison, c'est le constat de l'inaccessibilité de notre environnement. En commençant à, on va dire, étudier la structure de mon propre corps, je me suis rendu compte qu'il y avait des similarités, on va dire, dans les structures entre architecture et corps, qui se sont révélées quasiment réelles, étant donné que dans le monde du bâtiment, j'ai par la suite découvert qu'on utilisait le mot de confortement pour parler de ces étais ou de ces choses qu'on met en place pour éviter qu'une façade ne tombe, ou en tout cas pour ralentir un peu sa chute, la programmer. Et on parle notamment de pathologie de façade pour parler de quel genre de fissure est là, pourquoi elle est là, comment la réparer. Donc il y a déjà un vocabulaire médical et corporel qui existe dans le monde du bâti. Passer par l'architecture, ça me permet justement d'extérioriser des enjeux dont je veux parler dans mon travail. Parce que comme on est entouré par ces architectures, au final, on ressent parfois la fragilité. On peut avoir peur d'être dans un bâtiment où il y a beaucoup de fissures. Et je m'emparais de certaines de ces structures internes pour y appliquer certaines fragilités corporelles, en jouant beaucoup avec les matériaux, en essayant de forcer un peu leurs propres limites. Tu veux lire un extrait de ton mémoire ? Ok. Il existe un moment, dans l'effondrement d'un bâtiment, où l'on peut observer un décentrement. Durant ces quelques secondes, un instant à peine visible, les parois sortent de leur axe, il n'existe plus de structure pour tenir la chair des bâtiments. Les briques, le ciment, la terre, les parois s'écroulent, leur structure interne se tordant et déviant de leur rectitude. Il peut exister le même phénomène dans nos corps, un décentrement, une déviation de l'axe principal, la colonne vertébrale. Il arrive que la colonne vertébrale se torde, serpente dans notre dos, y dessine un S. Je me sens moi-même désaxée. J'ai observé, j'ai senti ma colonne vertébrale sortir de son axe, se former une place au mauvais endroit dans mon corps. Un tel décentrement entraîne des conséquences. Compression de certains organes d'un côté, organes perdus dans un vide imprévu de l'autre. Des bosses se forment là où se compressent les organes, on appelle ça des gibbosités. Sentir sous mes doigts cette colonne vertébrale sous mon omoplate droite, ou à quelques centimètres du bord de mon profil gauche, me donnait la nausée. C'était une sensation très violente à laquelle je ne pouvais pas échapper. Je tentais de la pousser pour la remettre en place, avec mes propres mains, ou avec les dossiers de chaise quand j'étais assise. Je voulais à certains moments l'arracher de mon dos pour ne plus avoir mal. Cette nausée, ce malaise, n'était provoqué que parce que quelque chose avait dévié de sa ligne initiale, n'était plus à sa place et menaçait le bon fonctionnement du reste de mon corps. Ce même malaise, il peut être ressenti quand un bâtiment sort de son axe, qu'on ne le sent pas solide, qu'on a peur de se tenir en dessous au cas où il s'effondrerait. C'est un peu le début, au final, de mon travail. En le relisant, je me rends compte de ça. Bah, après, la question de la colonne qui se tord, moi, ça me parle beaucoup, forcément. J'en parle aussi un peu dans mon livre, voilà, aussi à travers le tableau de Frida Kahlo. J'avais fait un poème, justement, sur
sur la colonne brisée de Frida Kahlo, parce que du coup, c'est un thème aussi qui fait résonance à ma propre corporéité. Le fait de, comme tu dis, Marguerite, d'avoir la colonne qui s'effondre, les organes qui bougent, ça engendre des soins extrêmement violents. Et d'où les réflexions que j'avais portées dans mon livre aussi autour de cette question de la médecine, quoi, de cette pression médicale. Parce que, comme tu l'as souligné, il y a la question de la survie, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer, en effet, si ma colonne continue de se tordre, que mes organes dévient, etc. Est-ce que ma vie n'est pas en danger? Puisque forcément, on va te dire la médecine, mais et quand tu es enfant, puisque moi, ça m'est arrivé voilà, quand j'étais enfant, donc on croit à ce que disent les médecins. Mais c'est vrai qu'avec le recul, c'est aujourd'hui une réflexion, quelle était la limite entre la survie et le redressement? C'est-à-dire, est-ce que tous les soins qu'on nous a inculqués à cette époque étaient vraiment vitaux, ou est-ce que c'était pas aussi un désir de nous rendre, de nous corriger, de nous rendre plus normaux, que je pense qu'il y avait certains enjeux vitaux, mais je pense qu'il n'y avait pas que ça et qu'il y avait aussi le désir normatif de la médecine qu'on connaît encore aujourd'hui. Voilà, le validisme médical, le fait de vouloir redresser les corps, je pense que les deux se mélangeaient et se mélangent encore. Mais du coup, c'est un sujet, où est la limite entre le soin vital et le validisme de la médecine? C'est vraiment, je pense, des questions hyper importantes auxquelles il faut qu'on réfléchisse. Et j'y ajouterais aussi d'ailleurs une pression de l'esthétique, parce que j'ai l'impression qu'en fait, on se pose aussi la question de à quoi nos corps ressemblent et ce qu'on voit dans les médias autour de nous. Et donc à cette pression médicale et cette question vitale se rajouterait vraiment pour moi une question plutôt d'esthétique qui va se poser par tout ce qu'on ne nous montre pas autour de nous. Certaines artistes utilisent donc la désidentification pour justement laisser l'interprétation des spectateuristes, et les personnes concernées peuvent y voir quelque chose de plus spécifique. Dans mon travail, par exemple, j'accorde beaucoup d'importance au fait qu'il y ait du repos. J'ai notamment une série de photographies et je ne l'explicite pas, mais pourtant, cette série de photographies, c'est des moments où je suis partie me balader et j'ai pris ces photos en étant sensible à mon corps, à mon état. C'est-à-dire que je photographiais des choses dans des environnements où je me sens bien et où mes sens sont au repos, parce que personnellement, j'ai des surcharges sensorielles. Donc c'était une manière d'épurer un monde qui est bouillonnant et de le projeter dans des photographies. Et justement, toi, par rapport à... Tu parlais de l'importance de la notion d'intimité dans ton travail, et une notion qui découle de celle-là que tu as déjà abordée un petit peu plus tôt dans notre conversation, c'est celle d'intimité d'accès. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là ? Donc l'intimité d'accès, comme je le disais, c'est un concept qui a été introduit par Mia Mingus dans son blog Living Evidence en 2011. L'intimité d'accès, c'est intéressant car c'est un sentiment étrange, difficile à décrire, où on se sent compris dans nos besoins d'accessibilité, mais pour autant, c'est pas quelque chose de l'ordre de la pitié, c'est vraiment qu'on se sent compris, comprise. Donc l'intimité d'accès, c'est aussi la construction de relations d'interdépendance. Et juste pour citer une phrase qu'on a traduite avec les Andis tordus, c'est quelqu'un qui s'assoit et vous tient la main pendant que vous regardez tous les deux un monde inaccessible. Ça me fait penser à l'image qu'on peut se faire de l'espace d'exposition, qui est un peu l'image la plus courante, qui est celle du White Cube, qui serait un lieu autonome, qui serait hors du temps. Or, il est régi, il est orchestré, il est minuté, il est aussi très codifié. Et ça me fait penser à cette notion de chrononormativité que développe la théoricienne queer Elizabeth Freeman, c'est-à-dire cette manière dont certaines subjectivités approuvées, valides, dominantes, institutionnalisées, distribue le temps donc entre travail et loisirs pour une productivité maximale, et ça rejoint un peu ce qu'on a évoqué par rapport à l'échec. Je me demandais justement comment on quitte ce temps normé, comment on essaye de
de quitter ce white cube hors du temps pour trouver le sien, son temps au contact des autres et peut-être trouver cette forme d'intimité dont tu parles, Anaïs. J'ai envie de continuer à vivre avec ma temporalité parce que clairement, je n'arrive pas à m'inclure dans une temporalité, on va dire, normative. Mais en fait, ça se confronte aussi à une réalité de la vie d'artiste qui est extrêmement précaire. Donc la question du temps, pour moi, elle a beaucoup de liens aussi avec le métier que j'ai choisi d'avoir. Et c'est encore quelque chose que je dois réinventer. Des ouvertures que les militantes en dit au CRIP peuvent proposer sur défaire les temporalités, réfléchir à d'autres façons de prendre soin de soi, voilà, d'autres rythmes. C'est bien sûr des enjeux vitaux pour les personnes concernées, mais au-delà de ça, je pense que c'est des enjeux qui seraient bénéfiques à l'ensemble de la société, de repenser notre rapport au temps, penser notre rapport à l'espace. Justement, pour moi, principalement à cause de cette société capitaliste. J'ai l'impression que tout ce qu'on a abordé au cours de cet échange pose la question, d'une part, des espaces qu'on fréquente et comment on s'y sent accueilli ou non, accompagné ou non. Ce qui finalement fait les lieux dans lesquels on se sent bien, c'est les personnes qui nous accompagnent et qu'on rencontre sur notre chemin. Sans qu'on les rencontre personnellement, il y a ce texte qu'on avait envie de vous partager et qu'on avait envie de lire collectivement, qui s'appelle « I Know Crips Live Here » de Léa Lachmi Piebzna Samarasigna. Je sais que des Andis vivent ici. Il y a des canapés et des couvertures partout. Je sais que des Andis vivent ici. Vivent ici. La salle de bain est remplie d'huile de noix de coco, d'après-shampoing sans parfum, sans parfum, et de savon noir. Je sais que des Andis vivent ici. Je sais que votre Humira et votre testostérone est sur l'étagère du bas du frigo. Je sais que des Andis vivent ici. C'est la seule maison du quartier avec une rampe d'accès fait maison. Une rampe d'accès fait maison. Les normes de construction sont tellement folles. Je sais que des Andis vivent ici. Grande expiration. En voyant la chaise de douche, les coussinets et le purificateur d'air. Purificateur d'air. Je sais que des Andis vivent ici. Je vois tellement de choses à portée de main. Près de vos matelas de la gloire, le vibromasseur, les livres de la bibliothèque, la télévision et les doudous. Paille et oreiller. Et mots croisés. Oreiller. Et oreiller. Mots croisés, couverture, lesté. Et steam toy. Je sais que des Andis vivent ici. Vous restez chez vous depuis plusieurs jours. Vous restez chez vous depuis plusieurs jours. Une semaine. Il y a l'empreinte de vos fesses sur le canapé. L'empreinte de vos fesses sur le canapé, entourée de sacs de nourriture. Entourée de sacs de nourriture et d'assiettes vides. De la d'huile et du coussin chauffant. Je sais que des Andis vivent ici. 50 grammes de sel, 50 grammes de bain à acheter au magasin de la ferme. Votre étal d'antidouleur. Pareil à un hôtel. Je sais que des Andis vivent ici. Je vois votre carte vitale. Je vois votre carte et vitale. votre combat pour bénéficier des soins d'État. Combat pour bénéficier des soins d'État. Je sais que des Andis vivent ici. Tout le monde est en retard. Comment avez-vous appris à devenir herboriste pour soulager vos douleurs? Je sais que des Andis vivent ici. Tout le monde est en retard. Je sais que des Andis vivent ici. Vos chiens, vos chats et vos doudous sont une partie de votre famille. Je sais que des Andis vivent ici. Vivent ici. Votre emplacement de parking est une bougie sur la fenêtre. Je sais que des Andis vivent ici. Bienvenue. Vous êtes à la maison. Vous êtes à la maison. Cet épisode hors série de Variations est produit par Ostensible, structure de recherche-création active dans le champ des Crip Studies et de l'art contemporain. Le graphisme est de Clémence Rivalier, le montage de Lucie Camous, le mix et l'habillage sonore d'Anaïs Cabandé,
L'ensemble des retranscriptions des épisodes sont disponibles en ligne. Merci à Tram d'avoir rendu possible cette discussion, en particulier à Élise Préau et Amélie Verlet. Le réseau Tram bénéficie pour l'ensemble de ses actions du soutien de la région Île-de-France et de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France. Merci également à Thibaut Géane pour son soutien technique et Amandine Augustac et Clara Darin pour leur accompagnement. Merci pour votre écoute et à bientôt.